Bien, merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme Alain vient de l'évoquer, la question l'école entre croyance et connaissance est une question particulièrement difficile. Aussi, je vais me contenter d'ouvrir avec vous quelques pistes de réflexion. Et puis, bien sûr, au cours du débat, nous approfondirons tel ou tel aspect. Mais c'est évidemment un chantier qui reste un chantier sur lequel nous travaillons au quotidien. Alors, en introduction, je souhaiterais, parce qu'il est toujours intéressant de revenir un petit peu au passé pour éclairer le présent, rappeler un peu ce qui fonde notre école laïque et républicaine. Comme vous le savez, Jules Ferry n'a pas inventé ce qu'on appelle dans notre jargon universitaire la forme scolaire, c'est-à-dire la classe d'élèves du même âge et à peu près du même niveau qui font la même chose en même temps. C'est une invention qui lui est d'au moins 50 ans antérieure, c'est une invention de Guizot. Mais en revanche, Jules Ferry a institué quelque chose d'absolument fondamental, qui est le principe de laïcité de cette structure scolaire. C'est moins Jules Ferry, d'ailleurs, qui a théorisé la laïcité que le directeur de l'instruction primaire de l'époque, Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, dont l'œuvre est absolument exceptionnelle, remarquable. Vincent Peillon l'avait d'ailleurs en un temps vulgarisé d'une manière extrêmement pertinente. Et nous avons le plaisir, avec Pierre Nora, de republier dans quelques semaines maintenant, dans la collection bouquins, petite virgule de publicité, le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, ou en tout cas l'essentiel de ce dictionnaire, puisqu'il est véritablement très volumineux. On ne saurait mieux faire donc que de remonter un peu à Ferdinand Buisson pour s'inspirer, ou en tout cas pour comprendre quel a été à l'origine le principe de la laïcité. Ferdinand Buisson est très clair, il dit que la laïcité, c'est le fait d'appliquer à l'école le régime qui a prévalu dans toutes les institutions sociales depuis la Révolution. Il cite l'armée, il cite la justice, mais il insiste beaucoup sur l'état civil, et sur le passage d'un état civil religieux à un état civil laïque, républicain. Il parle de sécularisation de l'école et il souligne l'importance, dit-il, de séparer le spirituel et le temporel, il utilise ces deux termes, sans disqualifier ni l'un ni l'autre. Il précise à de très nombreuses reprises dans ses interventions devant les instituteurs, dans ses articles, dans ses ouvrages, que la laïcité à aucun moment n'a vocation à abolir la croyance. Et Jules Ferry lui-même, dans une préface à un ouvrage de Ferdinand Buisson, souligne que la laïcité est le règlement d'une question de compétence effectuée à la fois pour le plus grand bien de la foi, comme pour le plus grand bien de la raison. C'est intéressant de se souvenir de cela. C'est intéressant en particulier parce que les fondateurs de la laïcité n'ont jamais, il faut se le rappeler, confondu la laïcité et l'athéisme, ou la laïcité et le culte d'une rationalité toute puissante. Alors que veut dire Jules Ferry et que précise Ferdinand Buisson quand il souligne que la laïcité, c'est la séparation de l'intérêt réciproque de la foi et de la raison? Eh bien, il considère que la foi a sa légitimité, que les croyances doivent être garanties par l'État et leur expression doit pouvoir être garantie, dès lors évidemment qu'elles ne troublent pas l'ordre public et ne compromettent pas l'unité de la République. Ce sont des citations et vous les avez bien évidemment reconnues. Il faut donc maintenir cette possibilité-là, tout en instituant le langage de la raison et en faisant le fondement, et pas simplement la fondation de l'école. La raison, disent-ils, c'est le langage qui permet aux humains de faire société au-delà de leurs croyances et sans contraindre quiconque à les abdiquer. Il y a donc une sorte de dialectique, si on lit le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, entre les croyances qui relèveraient de la diversité des personnes, des groupes humains, des communautés, on dirait aujourd'hui, et l'unité qui relèverait, elle, de la raison, autour de connaissances stabilisées par des démonstration. L'hypothèse de Ferdinand Buisson, c'est qu'il y a d'un côté ces croyances qui divisent, mais qui ont leur légitimité et qui contribuent des ciments communautaires qui ont droit d'exister, et de l'autre côté une raison qui stabilise des connaissances objectives, 2 et 2 font 4, nul ne peut dire le contraire, et c'est cela qui fait que, quelles que soient nos croyances, nous pouvons nous retrouver
et construire ensemble une république. Élie Pécaud, qui est le frère de Félix Pécaud, dans un article très important du dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, précise ce qu'il entend par connaissance, en l'opposant à croyance. Il dit qu'il ne s'agit rien de moins que de fonder dans l'enfant ce que nous appelons l'esprit scientifique, c'est-à-dire l'habitude du libre examen, cette pratique du doute préalable et de la recherche personnelle. Alors on aurait évidemment à analyser cette citation, on y trouverait des répercussions de ce qui se passe dans la vie scientifique et sociale de l'époque, en particulier le discours sur la médecine expérimentale de Claude Bernard, on parle d'esprit scientifique, mais aussi à travers le libre examen, l'émergence, grâce à Ferdinand Buisson entre autres, de la pensée protestante qui vient contrecarrer une sorte de cléricalisme catholique toute oralité pour introduire la liberté de rechercher soi-même ses sources, de les confronter et d'accéder librement à ce qu'on considère comme la vérité. Il y a une vraie querelle pédagogique absolument fondamentale entre le catholicisme et le protestantisme qui traverse tout le XIXe siècle et qu'on comprend parfaitement bien quand on comprend que le catholicisme est la religion du missel et le protestantisme la religion de la Bible. La différence entre le missel et la Bible, vous la connaissez. Le missel est un ensemble de textes choisis par les clercs pour chaque jour de la semaine et chaque dimanche de l'année. C'est le clerc qui choisit, c'est le clerc qui décide de leur interprétation, le clerc qui explique qu'est-ce qu'on doit lire et comment on doit le comprendre. Alors que la Bible, c'est un texte qui est librement mis entre les mains des fidèles, qu'ils feuillettent librement à leur gré, dont ils discutent librement de l'interprétation, et qu'ils ont le droit de discuter entre eux en confrontant ces interprétations parce qu'il n'y a chez les protestants ni imprimature ni l'obstacle. Et quand Ferdinand Buisson propose d'introduire la lecture, il le fait au nom, et il le dit clairement dans un certain nombre de ses textes, de ce qu'il a appris, je le cite, de ses compagnons de protestantisme quand il était en exil au bord du lac de Genève. Alors, quand il explique « séparons les savoirs de la croyance », il esquisse une méthode pour cela. Il esquisse une méthode dont on trouve le résumé le clair et le plus fort dans l'article « Leçons de choses » du même dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire. Jules Ferry y explique, Ferdinand Buisson, mais on peut légitimement les confondre tant ils sont proches, et l'un s'inspire de l'autre et l'autre le premier. Ferdinand Buisson explique que si le maître apporte en classe une balance Roberval ou un faisan empaillé, ça n'est absolument pas pour distraire les élèves. C'est, dit-il, ça c'est très important, pour que les élèves n'aient pas à le croire sur parole. Parce que Ferdinand Buisson est parfaitement conscient qu'on ne peut pas séparer les savoirs et les croyances si par ailleurs on impose nos savoirs aux élèves comme des croyances. Parce que si on impose nos savoirs aux élèves comme des croyances, ce sera croyance contre croyance. Donc le maître n'incarne pas une croyance, fût-ce la croyance en la raison et en la science. Il incarne une réalité dont l'élève doit pouvoir s'emparer, que l'élève doit pouvoir construire sous ses yeux et que l'élève doit pouvoir vérifier. Et Ferdinand Buisson insiste beaucoup en disant que on ne formera des citoyens que si cette démarche expérimentale, scientifique, d'observation raisonnée est systématisée dans toutes les classes et dans toutes les disciplines. Il ne dit pas simplement physique, mental, il dit et dans toutes les disciplines. Alors, on pourrait s'appuyer là-dessus pour proposer une pédagogie pour la laïcité aujourd'hui. On pourrait effectivement suivre cette intuition de Ferdinand Buisson qui dit ailleurs, et cette phrase me paraît extrêmement importante, à l'école, qu'on soit maître ou élève, on justifie. On justifie, c'est-à-dire il n'y a pas de paroles que le maître ou l'élève la prononce qui ne doivent être justifiées par celui qui la prononce. Et cette justification, dit Ferdinand Buisson, est ce qui structure la raison comme principe régulateur, il emprunte ce terme à Kant, évidemment, de l'institution scolaire. Alors cette description a un caractère idéal et on a envie d'y adhérer spontanément. Mais dès le XIXe siècle et dès Ferdinand Buisson, il y a des objections et des débats autour de cela, et même au sein du dictionnaire. L'intérêt du dictionnaire d'ailleurs, c'est qu'il représente ces débats d'une manière très vivante, très vivace. Compéré attaque Ferdinand Buisson, qui attaque Pécaud, qui réattaque Compéré. Ils débattent. Le dictionnaire n'est pas quelque chose qui consisterait en un dogme
unique qui s'imposerait aux enseignants. C'est un ensemble de points de vue scientifiques ou philosophiques qui sont proposés aux enseignants pour constituer une culture commune qui n'est pas exempte de contradictions et de controverses. Alors, quels sont les problèmes qui se posent dès ce moment? Buisson en pose un lui-même. Quand dans l'article sur la morale, il précise ce qu'il appelle la référence à la raison et qu'il la distingue du culte de la logique. Un peu compliqué de distinguer la raison du culte de la logique. Il ajoute même, si le culte de la logique fait proscrire à l'enseignant toute allusion à la morale, à la philosophie et aux idées qui président à l'instauration de la République, ça n'est fini de notre enseignement national. Il dit même, si l'enseignant se réfugie dans ce qu'il appelle le culte de la logique, il devient un instituteur machine, expression même de Ferdinand. Il laisse donc entendre que derrière cette distinction entre la connaissance et la croyance, il y a une croyance dans cette distinction et dans le caractère fondateur de cette distinction. Donc chasser la croyance, elle revient au galop, et c'est pas pour rien que le titre de l'ouvrage donné par Vincent Peillon à son étude sur Ferdinand Buisson s'appelle « La foi laïque ». La foi laïque, ce qui peut paraître un oxymore, puisque ça associe la foi et la laïcité, qui est traditionnellement référée au culte de la raison, mais qui ne l'est pas fondamentalement, dès lors que la raison peut rendre de tout, sauf du fait qu'on dit que c'est la raison qui rend compte de n'est évidemment pas une affirmation raisonnable. Alors, on a déjà là un premier problème, et vous allez voir qu'il n'est pas aussi facile que ça à résoudre. Il y a un deuxième problème que Buisson pointe assez facilement, et pour lequel il nous donne des exemples que je n'aurai pas le temps de développer ici, dans lequel il nous montre qu'au fond, les connaissances et les croyances sont tellement imbriquées dans nos représentations, nos conceptions, qu'on peut travailler à les séparer dans un travail qu'on appellerait aujourd'hui d'objectivation, mais que cette séparation-là est plus une démarche qu'une catégorisation définie. Donc c'est une démarche qui travaille, mais il dit quelque part où il laisse entendre, c'est pas tout à fait sa formule, mais je crois qu'il se reconnaîtrait dedans, en tout cas qu'il ne se révolterait pas dans sa tombe. Il dit qu'il reste toujours un peu de croyance dans la connaissance et qu'il y a toujours un peu de connaissance dans la croyance. C'est que donc l'effort que l'on fait pour désintriquer la croyance et la connaissance est un effort, mais qu'on ne pourra probablement jamais faire un espèce de classement en 2 colonnes en disant ici il y a les croyances, de l'autre côté il y a les connaissances, et s'en satisfaire d'une manière définie. Et puis il y a un autre élément qui fait l'objet d'un texte très intéressant qui est le commentaire par Compéré d'une conférence pédagogique de Ferdinand Buisson. En particulier quand Compéré lui dit, à propos de la leçon de Scheu, mais monsieur Buisson, c'est relativement bien ce que vous dites là, qu'il faut que l'élève vérifie que ce que vous lui dites, c'est pas simplement une croyance, mais c'est réellement quelque chose qu'il peut observer, que vous pouvez lui démontrer, que lui-même pourra ensuite démontrer aux autres. C'est bien, mais d'une part, c'est totalement irréaliste, vous ne pourrez jamais le faire sur la totalité de vos enseignés, et d'autre part, vous écartez de l'enseignement ce qui est un des éléments constitutifs, qui est la confiance que l'enfant doit avoir dans l'adulte, dans le fait que l'adulte lui transmet des connaissances et non pas des croyances. Parce que si le maître est à chaque instant, dit Compéré, en situation d'expliquer que ce qu'il dit, ce n'est pas une croyance, il n'aura plus le temps de rien enseigner. Ce n'est pas une petite objection, c'est une objection intéressante. Alors je voudrais, après cette introduction historique, rentrer dans le vif et me demander d'une part, quelles sont les perspectives pédagogiques que l'on peut retenir aujourd'hui, et d'autre part, à partir de ces perspectives pédagogiques, évoquer quelques problèmes qui me paraissent plus relevés du domaine de l'anthropologie d'ailleurs que de la pédagogie. Alors, quelles perspectives pédagogiques ? Je crois qu'on peut suivre relativement encore Ferdinand Buisson et que sa leçon est toujours une leçon d'actualité. Dès lors que l'on met en place une démarche expérimentale, au moins de temps en temps, c'est-à-dire que sans la systématiser, on permet quand même aux enfants, et la main à la pâte à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, c'est cela, on permet au moins aux enfants de comprendre la nature de l'expérimentation scientifique et la nature des savoirs que cela représente. Je crois qu'il y a là quelque chose de très fécond. J'étais récemment à Limoges, que vous connaissez madame, donc, où j'ai eu la chance de travailler avec des collègues de sciences de l'éducation qui sont en milieu pénitentiaire et qui proposent aux jeunes incarcérés 16 à 18 ans un module de 15 heures, 3 heures par jour pendant 5 jours, 2 fois 1 heure et demie,
sur Galilée, où il leur raconte l'histoire de Galilée, où il leur fait faire les expériences de Galilée. Puis, il les fait monter en haut du Mirador et jeter une boule de pétanque et une luge pour vérifier que c'est bien la boule de pétanque qui arrive la première. Mais non, quelle que soit la masse, les deux corps tombent à la même vitesse. Et donc là, ces jeunes découvrent, m'expliquait-il, qu'il y a des vérités qui sont contre-intuitives et que ça les déstabilise. Ça nous renvoie d'ailleurs à quelque chose de très important que j'ai retrouvé récemment dans un ouvrage qui vient de paraître du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, qui a étudié les décisions économiques et qui a étudié la différence entre ce qu'il appelle les systèmes de pensée, système 1 et système 2. Alors c'est vraiment très très intéressant. Qu'est-ce que c'est que le système 1 et système 2 ? Le système 1, c'est la pensée immédiate et spontanée. Si vous sortez de cet amphithéâtre et que vous retrouvez une contravention sur votre pare-brise, votre système 1 va ne faire que... c'est-à-dire que vous allez vous mettre en colère, pester, etc. Pour les jeunes femmes qui sont ici, si je leur évoque Brad Pitt, les hommes Sandra Bullock, c'est leur système 1 qui se met en immédiatement et leur fantasmatique personnel qui s'active. C'est un système de pensée rapide, c'est un système qui intervient spontanément et qui explique d'une manière très précise Kahneman, fonctionne automatiquement et rapidement avec peu ou pas d'effort et aucune sensation de contrôle délibéré. C'est ce qui nous fait prendre la plupart de nos décisions. Mais il montre qu'il y a aussi un système 2 qui, lui, a pour caractéristique de nécessité de l'attention, de la concentration, qui n'est pas compatible avec d'autres activités. Si par exemple je m'interromps actuellement et que je vous demande de multiplier mentalement 17 par 24, vous allez consacrer de l'énergie psychique à faire ça, un petit peu. Pendant que vous faites ça, vous ne ferez pas autre chose. C'est-à-dire que vous passerez au système 2, ce que Kahneman définit en disant le système 2 accorde de l'attention aux activités mentales contraignantes qui le nécessitent, y compris des calculs complexes. Le fonctionnement du système 2 est souvent associé à l'expérience subjective de l'action, du choix et de la concentration. Alors je vous passe le détail, le livre est très intéressant parce qu'il analyse toutes les décisions qui se prennent en matière économique. Il montre que toute notre économie est fondée sur la confusion système 1 et le système 2 et que c'est en partie pour ça que nous ont emmenés dans le mur. Mais au-delà de cela, ça m'a intéressé en termes de ce qui peut se passer dans une démarche expérimentale en classe. Au fond, notre travail, c'est le commutateur. Qu'est-ce qui fait passer du système 1 au système 2 ? De la pensée spontanée rapide à une pensée réfléchie, à une pensée du sursis, à une pensée qui se développe dans la temporalité et qui élabore de la compréhension. Or, le problème, c'est que nous n'avons pas de commutateur miracle. Donc, que nous construisons des situations dans lesquelles ce commutateur fonctionne plus ou moins bien et que tout notre travail dans la démarche expérimentale, c'est de faire fonctionner ce commutateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un certain nombre. On peut donc utiliser la démarche expérimentale et je crois que c'est un pas que l'on fait en avant vers la laïcité. Nos collègues de Grenoble me disaient, nous ne sommes pas sûrs que les jeunes, pour une part musulmane, une autre part catholique, parce que gens du voyage, mais tous d'conception extrêmement intégriste et traditionnaliste de la religion, vont, parce qu'ils ont étudié Galilée, abandonner du jour au lendemain cette espèce de foi dans des idéaux mystico-diaboliques. Mais on fait vaciller un certain nombre de choses et on installe peut-être la possibilité d'un questionnement. D'ailleurs, il donne des anecdotes extrêmement riches sur l'émergence de ce questionnement. Mais il montre que ce questionnement ne peut réellement, véritablement faire basculer la compréhension que s'il passe par une forme de débat argumenté et que s'il passe également par une forme de formalisation par l'écrit. Et même avec des jeunes qui ne savent pas ou très mal écrire, ils les contraignent à avoir un cahier de découvertes sur lesquels ils écrivent ce qu'ils découvrent régulièrement, tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes, même pas parfaitement écrit, ils passent du temps ensuite à le corriger, pour formaliser cette dialectique qui était déjà évoquée par Henri Marion entre une pédagogie de la découverte et de l'exploration et une pédagogie de la formalité. Je crois qu'on pourrait s'inspirer de cela pour multiplier ce type d'activité dans les classes. On pourrait développer des débats argumentés avec des protocoles rigoureux, il en existe, etc. Il y a un autre élément qu'on pourrait développer et auquel je crois beaucoup pour ma part, je l'avais brièvement évoqué l'an dernier, c'est la lecture littéraire. J'ai lu récemment, avec un plaisir infini, le dernier livre d'Hélène Merlin-Cajman, qui s'appelle « Lire dans la gueule du loup », qui s'intitule « Lire dans la gueule du loup » avec un sous-titre très beau, qui est « Essai sur une zone à défendre la littérature », et qui est un livre qui récuse la
thèse de Barthes de ce qu'on appelle linguistique la fiction référentielle. C'est-à-dire l'idée que quand on lit un texte, on le lit en tant qu'œuvre littéraire, en pensant qu'on travaille le style, on travaille la construction du langage, mais on fait abstraction d'une référence et on assume le fait qu'il n'y a pas de référentiel extérieur à cette œuvre. Et elle construit contre cette hégémonie de la fiction référentielle, une thèse qu'elle appelle la thèse du partage fictionnel dans le cadre de ce qu'elle décrit comme étant la lecture avec. Et elle explique comment on ne peut pas se contenter de travailler les textes sur le plan linguistique, stylistique, etc. Elle prend un exemple qui est absolument fabuleux, qui est l'exemple d'un petit poème en prose de Baudelaire qui s'appelle « Le mauvais vitrier », qui est un très célèbre petit poème en prose de Baudelaire, où Baudelaire raconte, faire très vite, il habite dans un quartier sordide, en Sarthe, il fait venir un vitrier et il demande à ce vitrier s'il a des vitres bleues, jaunes, vertes, parce que, lui dit-il, il faut absolument repeindre ici la misère et donner des couleurs. Alors le vitrier, évidemment, lui dit qu'il n'a pas de verte, jaune, etc., etc. Donc Baudelaire s'énerve, le pousse, le vitrier tombe dans l'escalier, il casse une partie de ses vitres, et quand le vitrier est en bas, eh bien, Baudelaire lui jette un pot de fleurs, ce qui fait que le vitrier c'est qui meurt et qui casse toutes ses... Et Baudelaire termine ce petit poème en prose en disant ces plaisanteries nerveuses, c'est Baudelaire, ne sont pas sans péril et on peut souvent les payer cher, mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans seconde l'infini de la jouissance. Qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance. Et Hélène Merlin-Cajman explique qu'elle fait lire ce texte à des élèves de 5e. Et si elle s'en tient aux instructions officielles, elle va travailler sur la construction du texte, elle va travailler sur l'utilisation des mots, sur les métaphores, une série de choses extrêmement complexes, mais je ne connais pas, mais que les linguistes connaissent sûrement. Ce texte étant fondé, je vous le trouverai à notre peu importe. Bon, et à aucun moment, dans les manuels qui étudient ce texte, on évoque la question morale que pose ce texte. Alors évidemment, cette question morale, pour le spécialiste de Baudelaire, elle n'existe pas, puisque c'est une métaphore, les vitres doivent être repeint la réalité, etc. Sauf que pour les élèves, la question morale, elle se pose. C'est-à-dire, est-ce que réellement Baudelaire a le droit de précipiter dans l'escalier ce pauvre vitrier? Et elle dit, on a probablement trop centré l'étude de la littérature sur ce refus systématique de la fiction référentielle, alors que probablement il aurait fallu, et c'est ce qu'elle propose, mettre en place une dialectique entre la participation d'une part et la distanciation d'autre part, pour que cette littérature-là soit aussi une occasion de découvrir pour l'enfant quelque chose qui relève de l'empathie, quelque chose qui relève de la découverte qu'on a beau être différents les uns des autres, on est tous faits de la même pâte, parce qu'on partage les mêmes notions. C'est ce qu'elle appelle, d'un mot que je n'aime pas beaucoup, parce qu'elle ne veut pas employer vraiment le mot empathie, parce que notre compassion, elle appelle ça le concept de dire ensemble. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, que moi, personnellement, je propose depuis plusieurs années, qui est de travailler sur l'œuvre littéraire, de travailler sur l'œuvre de culture, parce que ça peut être les œuvres artistiques, pour y découvrir ce en quoi elles résonnent par rapport à chacun, et elles permettent d'accéder à une empathie à l'égard des autres qui nous fait tous partie prenante, en dépit de nos différences, de l'humaine condition. Nous sommes partie prenante de l'humaine condition et la littérature nous aide à l'entendre. Martha Nussbaum, que j'évoquais l'an dernier, le démontre remarquablement dans les émotions des mots. Alors on peut faire tout ça. On peut faire de la démarche expérimentale, on peut faire du débat argumenté, on peut fréquenter les œuvres littéraires et on peut, grâce à ça, aller vers des connaissances qui unissent, qui fassent du commun et qui ne soient pas nécessairement des croyances qui... On peut le faire, mais ça ne marche pas. Parce que le phénomène nouveau, et excusez-moi si je suis un peu politiquement incorrect, c'est qu'il y a un certain nombre d'élèves pour lesquels tout ça... Il y a un certain nombre d'élèves qui résistent à tout ça. Il y a une pédagogie qui peut être mise en échec parce qu'il y a des élèves pour lesquels les savoirs scolaires, quels qu'ils soient, sont d'emblée destitués. Ça nous renvoie d'ailleurs à la grande question que posait Platon au tout début de la République, comment faire entendre raison à celui qui n'a pas choisi la raison. Et ça nous renvoie à une anecdote que je cite parfois, qui est l'anecdote de Claude Lévi-Strauss, qu'il raconte dans La Pensée sauvage, quand il étudie la manière dont les hommes qu'on dit primitifs utilisent les plantes. Il explique que ces hommes qu'on dit primitifs vivent à côté de plantes qui sont extrêmement nutritives et savoureuses,
mais qu'ils les négligent, qu'ils ne les mangent pas et qu'ils font des kilomètres dans les forêts pour aller chercher des plantes absolument catastrophiques, désagréables, dont ils font des concoctions nauséabondes. Et Lévi-Strauss explique cela et il ajoute à la fin de cette explication, alors je cherche la phrase exacte de Lévi-Strauss, la voilà. C'est ainsi que des sauvages peuvent passer à côté des baies sauvages et savoureuses sans les toucher et faire par ailleurs des marches harassantes dans la forêt pour cueillir des plantes sacrées nauséabondes. Et il souligne, c'est effectivement parce que chez eux, les plantes ne sont pas connues parce qu'elles sont utiles, elles sont déclarées utiles parce qu'elles sont connues. Donc l'utilité et la fonctionnalité de quelque chose sont eux-mêmes surdéterminés par leur place symbolique dans l'univers de pensée de la personne. C'est-à-dire, c'est la place que le savoir scolaire occupe dans l'univers symbolique de l'élève qui, dans un certain nombre de cas, je ne dis pas dans tous, bloque l'accès au savoir scolaire et fonctionne comme une espèce de barrière qui disqualifie tout savoir scolaire après. Pour plagier Lévi-Strauss, je dirais, les savoirs scolaires, pas les connaissances. Les connaissances, c'est la déclinaison. Les savoirs scolaires ne sont pas connus parce qu'ils sont utiles, ils sont déclarés utiles et donc investis par les élèves parce qu'ils sont d'abord connus, c'est-à-dire parce qu'ils retrouvent une place dans leur univers symbolique, psychologique et mental personnel. Et ça nous pose un vrai problème. Ça nous pose un vrai problème parce que cela, nous ne savons pas véritablement le travail. Nous ne savons pas travailler face à des enfants qui nous disent a priori, j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, Allah a créé le monde et tout le reste, ça n'a aucune importance. Et nos savoirs, en restant sur la seule scène scolaire, rationnelle, comme des connaissances éternelles muables, parler comme Descartes, qu'elles nous donnent toujours. Ces savoirs de la scène scolaire n'ont pas de chance de devenir attractifs pour eux s'ils ne s'inscrivent pas dans ce que j'ose appeler une forme de mythologie de la connaissance, s'ils ne sont pas habités par des forces qui les dépassent, et si, d'une manière ou d'une autre, la rationalité qu'ils mettent en œuvre ne s'inscrit pas dans une figuration mentale nouvelle, soit assumée et partagée par eux. Pour dire les choses d'une manière un peu différente, nul ne choisit la connaissance, une connaissance, si elle ne s'intègre pas dans sa construction identitaire, si elle ne fait pas sens dans une aventure dont il est partie prenante. Il faut, je crois, avoir éprouvé ce que la raison a de libérateur, il faut avoir été impliqué d'une manière ou d'une autre dans ces combats, les combats de la raison, contre ses propres tentations obscurantistes, contre l'aliénation dont nous sommes tous partie prenante. Il faut avoir goûté à une forme de jouissance intellectuelle que procure la connaissance pour en faire un élément décisif de sa construction. Sinon, on a beau prêcher la méthode mentale et tout le reste, l'élève reste. Et je ne suis pas certain que nous ayons bien pris la mesure de cela et que nous en ayons tiré des séquences pédagogiques et didactiques. Et je termine, puisque je n'ai plus que 2 minutes, je termine en disant qu'il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt, et je vais mettre les pieds dans. À côté aujourd'hui d'un islam humaniste, riche de son histoire et de sa culture, ouvert à la possibilité d'une démocratie politique, la montée de l'islam intégriste et de ce que l'on nomme la radicalisation considérablement la table. J'étais hier à Massy et une directrice d'école primaire me disait c'est devenu très compliqué, d'école maternelle. Mes enfants de 3 ans sont en conflit de loyauté entre la culture de leurs parents et ils en sont malheureux. Et la question qui se pose à nous et qui dépasse très largement l'école, c'est que faire face à ces jeunes, pas à 3 ans bien sûr, mais à 17, 18 ou 20 ans, peut-être avant, qui trouvent à portée de main un prêt-à-penser qui leur fournit toutes les réponses sans avoir à se poser de questions. Que faire face à ces jeunes qui disposent clé en main d'une structuration de l'espace et du temps, des moments et des lieux qui leur permet de ne plus être dans ce monde des vagabonds condamnés à l'erreur? Que faire face à ces jeunes qui trouvent dans le groupe fusionnel, sous l'emprise du chef, une protection inconditionnelle? Que faire face à ces jeunes qui trouvent dans l'intégrisme une identité qui les transforme d'exclus en victimes, de victimes de vengeurs en héros? Et la question que je nous pose, c'est qu'est-ce qu'on a en magasin à offrir à la place à ces jeunes pour lesquels nos savoirs scolaires, ils n'y pénètrent pas, résument à eux seuls tout ce monde qui est par définition délégitimé, discrédité. Qu'avons-nous à offrir à ces jeunes-là? Qu'avons-nous en magasin? L'idéal de la nation et de la patrie, il est guère prisé par ceux dont les parents et les grands-parents en furent victimes, d'autant plus que sa récupération par l'extrême droite lui donne quand même une regrettable odeur de moisi. Les grands récits de la gauche peinent quand même à se remettre du stalinisme et du maoïsme
monothéisme réuni. D'ailleurs, la Corée du Nord, plus rêvé que les démocraties occidentales qui s'enfoncent dans une improvisation gestionnaire qui cache mal leur assujettissement au marché le plus ravageur, pas très sexy. L'Europe qui s'empêtre dans une démocratie aussi pointilleuse qu'incompréhensible, loin du projet généreux de Jean Monnet. La laïcité, on dira la laïcité. Sauf que, comme le dit Régis Debray lui-même, la laïcité, c'est un cadre, pas le tableau. C'est un cadre, c'est-à-dire que ça organise entre les différentes religions et les différentes croyances un débat à existence acceptable, et c'est en ce sens un combat plus que jamais nécessaire, mais on ne meurt pas pour la laïcité. La laïcité, c'est une organisation, ça n'est pas un... Alors, qu'est-ce que nous avons en échange? Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire, mais je le dirai ici simplement mezza voce, parce que ce n'est pas le lieu, il nous faut construire un avenir du commun. Un avenir du commun qui est, comme le dit lui-même Régis Debray, une force qui dépasse l'horizon immédiat. Debray, vous trouvez la citation, et qu'il nous faut créer cet idéal du commun par une référence soit à la fois impossible à photographier comme ça, parce que situé par-delà et au-dessus de notre monde immédiat et sensible, mais qui est la polariser l'image. Le commun est en surplomb ou n'est pas. Je crois qu'il a raison. Je crois que le commun est en surplomb ou n'est pas, et que le commun de Ferdinand Buisson, c'était la foi laïque, qui aujourd'hui n'a plus de contenu. Et que par rapport à cela, nous avons à nous poser réellement la question, quel est l'avenir du commun? Je n'ai pas de réponse toute faite, j'ai une réponse personnelle. Pour moi, l'avenir du commun, c'est celui de notre terre patrie, celui qui est en train de saccager et de piller, et qui est ce qui nous est commun, ce qui nous dépasse, ce qui peut encore peut-être nous réunir. Alors je terminerai par là, mais avec deux petites conclusions quand même. De toutes petites. La première, pour revenir à ce qu'a dit la ministre ce matin, après les attentats. J'ai assisté à des discussions dans des classes primaires, des collèges, en particulier après les attentats. La question que posaient souvent les enfants, les élèves, avec derrière quelque chose d'incompréhensible pour eux, et comment les humains peuvent à ce point basculer dans la barbarie, casser de l'humain en eux. Et dans le fond, la question qui se posait à ces élèves, et qui est une question que nous n'osons plus poser, c'est la question du mal. La question du mal radical, du mal. Si les attentats ont tant bouleversé nos élèves, nous-mêmes, c'est parce qu'ils avaient entendu parler du mal. Ils avaient entendu parler de la Shoah. Mais la Shoah, c'était loin. Là, le mal historique absolu, ils l'ont vu sous leurs yeux, ils l'ont vu à la télévision. Et aux enseignants qui me demandaient, mais quelle réponse on peut donner à ces élèves qui nous demandent comment justifier le mal, je leur disais, gardons, préservons cet enfant sans en paix, nous résigner à ce qui est humain en soi et dans les autres, et à ce qui fait mal, l'incompréhensible par excès. Ne pas comprendre le mal n'est pas un dé de la pensée. C'est sa grande qualité, Et je crois que nous avons à cet égard à travailler ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique pour le sortir forme de naïveté, moralisatrice souvent, et lui donner de la chair historique qui permet aux jeunes, aux enfants, de comprendre à quel point il y a du mal. Il est par définition l'impensable, et que s'ils sont tentés de basculer dans ce mal, il faudra qu'ils se rappellent que ce mal est inlassable et impossible. Il y a incompatibilité entre l'humanité. Et je termine parce que j'ai pu paraître pessimiste par une petite lecture d'un texte d'André Chédid, Refuser l'obscur, qui me paraît un texte qui relève ni de la connaissance ni de la croyance, mais d'une catégorie qui me semblerait être conjonctive entre la connaissance et la croyance, qui est là. Peut-être que la conjonction, c'est là. Je mise, dit André Chédid, sur ces barques échappant aux moiteurs. Cet élan de l'éclair hors du complot des brumes, ces nœuds de l'ombre dissous par la parole, cette volée d'étincelles surgie des labyrinthes, ces lucarnes trouant l'opaque, ces lunes rachetant le... Je mise sur ces clartés profondes et périssables, sur l'intense face aux terres, sur l'aube face au déclin. De votre attention.